Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'avis du Conseil constitutionnel attendu dans les prochains jours sur la date de l'élection présidentielle et de l'après 2 avril. Le président Macky Sall compte saisir l'institution après avoir reçu hier le rapport du dialogue national. Mois de mars, mois de la femme. Ce matin, nous vous livrons le parcours exceptionnel de femmes dans différents secteurs, entre administration, manœuvre et restauration. Elles se font distinguer de par leur trajectoire. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Le petit séminaire de Gazobile nous ouvre ses portes ce matin. Fondé en 1850 par les Pères du Saint-Esprit, l'établissement a vocation de former les futurs prêtres. Léopold Sédar Senghor, cardinal Hyacinthe Thiandoum ont fait leur premier pas dans ce temple de la spiritualité. Ça y est, c'est fait. Le rapport du dialogue national est remis hier au président de la République. Le chef de l'État a bien pris note des recommandations de ces concertations avec toutes les forces vives de la nation. Le président Macky Sall compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les questions de la date de l'élection présidentielle et de l'après 2 avril à Boubacar Kane. Suite au dialogue national tenu les 26 et 27 février à Diamniadio, les recommandations ont été compilées dans ce rapport remis ici au président Macky Sall. Les commissions ont examiné 2 questions principales. La première relative à la fixation de la date de la présidentielle. Plusieurs périodes ont été proposées en commission lors des débats. La période d'avant-hivernage, période de l'hivernage, période d'après-hivernage. Pour ce qui concerne la période avant-hivernage, il y a 2 séquences. Celle qui voudrait que l'élection se passe avant le 2 avril, celle qui voudrait que l'élection se fasse au-delà. Pour ce qui concerne le 2 avril, le premier constat qu'on fait, c'est que c'est le défaut de base légale. Il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet d'organiser cette élection avant le 2 avril. Pour ce qui concerne l'autre séquence qui voudrait qu'on le fasse après le 2 avril, mais avant l'hivernage, on pourrait recourir à l'article LO 137, mais en y recourant, il faut aller au-delà du 13 mai. S'il faut faire le décompte, il faut nécessairement avoir une date au-delà pour avoir les 80 jours. En commission, les débats ont porté sur plusieurs possibilités et 3 dates ont été proposées, le 19 ou le 26 mai et celle du 2 juin. Celle du 26 et du 19 coïncidait avec la Pentecôte. Celle du 26, c'est les retenues. Le deuxième tour va tomber sur la Tabaski. Et celle du 2 présentait moins de gêne pour l'électorat. Debout et par acclamation, la date du 2 juin a été finalement retenue. Le 2 juin semble la date la plus dégagée, puisque le deuxième tour tomberait sur le 23 juin. Il y a une question qui est accolée à cette question des dates, c'est la question de l'ouverture partielle à ceux qui, d'abord, sont confrontés à la question de la binationalité et en même temps à ceux qui sont considérés comme étant le collectif dit des spoliés. Proposition a été faite que les 19 qui ont des droits acquis, que ces 19 soient maintenus, mais que certains, il faudrait ouvrir pour qu'ils puissent participer donc à l'élection présidentielle. L'autre préoccupation examinée par la 2e commission porte sur la gestion de l'après 2 avril, date d'expiration du mandat du président de la République, qui ouvre ainsi la voie à une période de transition. À l'unanimité, les membres de la commission ont recommandé, au nom de la continuité de l'État, au nom de la permanence des institutions, et pour éviter qu'il y ait une discontinuité dans le fonctionnement des institutions ou une rupture susceptible de préjudicer au fonctionnement de l'État, les membres de la commission ont proposé de faire application de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution. Il dit textuellement, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.
c'est-à-dire du président élu. Cette option visant l'article 36 de la Constitution est une recommandation qui procède du bon sens pour veiller à la continuité de l'État. Et le président Macky Sall a bien pris note des recommandations de ce dialogue. J'aurais pu, immédiatement après la décision du Conseil, fixer la date par décret. Mais je pense qu'il fallait partager avec les acteurs concernés, que ce soit les candidats, les partis politiques, les forces vives de la nation, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse la nation, la question de l'élection du président de la République, une question majeure qui nécessite de consulter le maximum d'acteurs. C'est pourquoi je remercie encore une fois toutes les parties prenantes de ce dialogue. Le chef de l'État va incessamment saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la situation. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après-2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. On ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du Code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Tout en réaffirmant sa volonté de se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel et de les faire appliquer, le président Macky Sall a mis l'accent sur le respect des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit. Aboubakry Kane, à l'occasion de la remise de ce rapport, le président Macky Sall a loué le professionnalisme de l'administration chargée des questions électorales, des agents rigoureux dans le travail malgré les critiques des acteurs de la scène politique, ce qui participe du renforcement de la démocratie sénégalaise. Nous l'écoutons. Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre disponibilité et surtout pour le travail remarquable que vous conduisez dans le secret de vos bureaux. Malgré les critiques des acteurs, vous êtes au service de la République, au service de l'État. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous en parle en ma qualité de président de la République et donc de chef de l'État du Sénégal. Je vous félicite, en particulier la Direction générale des élections. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le directeur général est là depuis assez longtemps. Je sais que depuis longtemps, il voulait quitter, mais chaque fois, on lui dit non, vous restez. Tiendala, il faut rester parce que la question électorale est une question trop sensible. Et moi, je l'ai trouvé ici comme directeur général. Donc, c'est vraiment des responsables qui ne sont pas partisans, qui servent l'État et ils doivent être respectés pour cela parce qu'ils ont choisi de ne pas être partisans, ils ont choisi d'être des serviteurs de l'État et tous les Sénégalais vous doivent respect et considération. En tout cas, je tenais à vous exprimer ce sentiment et à vous féliciter au-delà de la direction générale. Je félicite le ministère de l'Intérieur qui est un rempart dans l'État. Nous sommes une démocratie majeure. Lorsqu'on connaît la vitalité de notre démocratie, lorsqu'on connaît le respect que nous avons pour nos institutions et pour notre Constitution. Et la preuve est là. Tout ce qui s'est fait, c'est dans le cadre du dialogue des institutions.
Il n'y a aucun problème. Chaque institution a joué son rôle pleinement. Pleinement. C'est une démocratie majeure qui montre que lorsqu'il y a une difficulté, on a les ressorts et les outils pour gérer ces crises. Et il faut s'en féliciter. Les Sénégalais doivent être fiers de leur pays et des capacités dont nous disposons pour justement réguler nos différends, faire en sorte que ces difficultés soient surmontées et que le pays continue sa marche vers l'émergence dans une société démocratique, ouverte et dans un processus surtout électoral transparent. Autre audience, elle accordée aux responsables du groupe White Rock Holding, spécialisé dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier commercial et résidentiel. Ils ont réaffirmé leur engagement à réaliser 100 000 logements en 6 ans, avec une phase pilote de 5 000 logements. Dès la première année, le groupe a d'ailleurs signé une convention avec le ministère de l'Urbanisme. Dans ce sens, voici Mohamed Abdelhadi, directeur exécutif du groupe, au micro de Aboubakar Kane. Salam alaikum. Nous sommes déjà très contents d'avoir rencontré son Excellence M. Macky Sall, qui témoigne encore l'intérêt que le Sénégal a à travailler avec ce grand groupe qatari. Nous sommes un grand groupe qui travaillons dans beaucoup de secteurs, dont l'immobilier, et nous avons un grand intérêt, un fort intérêt à faire des logements sociaux au Sénégal. Nous avons déjà travaillé avec le ministère en charge du logement sur une partie des études et aussi c'est ce qui a abouti à la signature de cet accord-là ce matin que nous avons présenté au chef de l'État. Justement, la convention de partenariat signée entre le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et la société White Rock Holding du Qatar vise à concrétiser le projet ambitieux de construction de 100 000 logements dans tout le pays sur une période de 2 ans, nous dit Mariam Biramba. Une signature de convention qui témoigne encore une fois de plus toute l'importance que le Qatar accorde au Sénégal. En effet, dans un contexte de mise en œuvre du projet 100 000 logements du président Macky Sall, le groupe White Rock Holding va contribuer à la réalisation de 100 000 logements en 2 ans, dont 5 000 au cours de la première année. 100 000 logements, c'est sur 2 ans. Bien entendu, ils sont disponibles à l'étendre à 300 000 logements sur 6 ans. C'est quand même révolutionnaire, mais il ne s'agit pas de faire ces logements uniquement à Dakar. Il s'agit de les construire dans les 14 régions du Sénégal. Bien entendu, priorité sera donnée aux capitales régionales, mais nous savons tous la difficulté que les capitales régionales ont dans la disponibilité foncière. Donc forcément, il faut travailler les pistes de l'intercommunalité pour permettre à chaque région d'avoir sa dotation. La société de développement White Rock Holding est spécialisée dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier commercial et résidentiel. Le Sénégal est le premier pays en Afrique de l'Ouest à bénéficier de leur expertise. Nous comptons donner à chaque Sénégalais une maison confortable. Nous allons ainsi contribuer au projet 100 000 logements. Nous pouvons aller jusqu'à 300 000 unités et il y a bien d'autres projets infrastructurels que nous comptons mener avec le Sénégal. Notre compagnie a plusieurs aptitudes à développer des projets d'investissement et de coopération. Je voudrais ainsi remercier chacun d'entre vous au ministère de l'Habitat. Merci à tous. Ce n'est que le premier projet, il y en aura bien d'autres. Le secteur du logement au Sénégal en quête de performance. Aujourd'hui, à travers le projet 100 000 logements, le gouvernement s'est engagé à dynamiser la chaîne de valeur du logement et de l'habitat afin de répondre à un déficit structurel d'unités d'habitation depuis des années et à une demande qui ne cesse de croître sous l'effet d'une urbanisation accélérée. Dans l'actualité également, la mise en place du compte satellite du tourisme. Les experts du Sénégal renforcent leurs connaissances sur les outils de mesure de performance du secteur initiés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA
Et l'Organisation mondiale du tourisme a objectif combler l'insuffisance des statistiques touristiques dans les pays de l'Union. Les éclairages de Salusek. Le tourisme, un secteur pourvoyeur d'emplois qui participe au développement économique du pays. Toutefois, l'insuffisance des statistiques ne permet pas de mesurer son impact. Pour corriger cet impair, l'UEMOA et l'Organisation mondiale du tourisme entament un processus pour mettre en place un compte satellite dans tous les pays de l'UEMOA. Qui, comme vous le savez, représente un système international de mesure des effets économiques du tourisme et qui, à n'en point douter, est un précieux outil d'aide à la prise de décision. L'OMT a préparé 2 manuels de référence renfermant les recommandations statistiques de l'ONU afin de guider les États membres pour la mise en place de comptes satellites basés sur des données et d'indicateurs économiques statistiques de base. Différents points devront être abordés durant cette session de formation. Objectif, outiller les acteurs du secteur. On va apprendre à mesurer, à corriger les flux au niveau des frontières, que ce soit à l'aéroport, au niveau des frontières terrestres et maritimes. Nous allons apprendre toutes les classifications, comme je l'ai dit. Nous allons apprendre à mesurer le tourisme interne, à mesurer comment est-ce que les voyages, comment fonctionne tout ce secteur de voyage à l'intérieur du pays. En plus du côté de l'offre, on va voir comment tous les établissements touristiques sont fréquentés par les visiteurs. À terme de ces sessions de renforcement de capacité, chaque pays membre de l'UEMOA devra disposer de cet instrument de mesure de la performance du secteur touristique. Et tout de suite, place maintenant à l'actualité régionale. Elle fait la fierté de toute sa famille et de toute une région. Mama Sete, comme on l'appelle, s'active dans la restauration. La promotion des plats du terroir fait d'elle une référence à Tambacounda, pionnière dans ce domaine. Mama Sete veut léguer son savoir-faire à la jeune génération. Elle ambitionne de mettre sur pied un institut de formation pour encadrer les passionnés de cuisine. Son portrait nous est dressé sur place par Toroja. Depuis plus d'une quarantaine d'années, elle s'active dans la restauration à Tambacounda. Au quartier Salikeñe, les ziaras, les cérémonies familiales et autres grandes fêtes en communauté sont assurées par la restauratrice Setou Kanté. Presque 40 ans, à l'âge de 25 ans. C'était à l'âge de 25 ans que j'avais démarré cette activité ici à Tambacounda. Je me rappelle, la plus grande manifestation dont j'avais assuré la restauration, c'était la Safra, avec une dizaine de marmites très bien préparées. À l'époque, pour les cérémonies familiales, c'était une marmite de riz le matin et une autre le soir, communément appelée Ndjogonol. Avant de se formaliser, elle ne gagnait pas assez de fortune. Elle faisait de la sous-traitance. C'est grâce à Feu Libas Anne que je me suis formalisée. La sous-traitance me faisait perdre beaucoup d'argent. Des marchés de 600 000, je ne percevais que 200 000 et parfois même moins. Je demande à toutes les femmes de chercher des registres de commerce et des linéas pour traiter directement avec les organisateurs ou les entreprises. Avec l'âge, Mama Setou supervise et donne des directives. Les enfants prennent le relais et assurent avec brio le service. Dans toutes ces activités, elle m'inclut que dedans. Si elle n'est pas là, c'est moi qui assure l'intérim. Nous sommes nés à trouver notre maman dans cette activité-là, avec ses sœurs, ses belles-sœurs, en tout cas, je peux dire, avec toute la communauté de Tamba. Elle a formé tellement de femmes dans la restauration. Aujourd'hui, la restauratrice a mis sur pied 2 entreprises, Rasso Djigui et Moussa Maha, avec un effectif de 20 agents qui se déploient un peu partout dans la commune de Tambacounda. Par étape, par étape, par étape. Les membres de l'équipe ont été très bien formés, étape par étape, entrée, plat de résistance et même parfois dessert.
Il y a 3 éléments aujourd'hui qui sont partis au quartier Gouy pour assurer la restauration d'un mariage. Vraiment de grands professionnels rompus à la tâche. 3 éléments dem nañ tey Gouy ñu ngi togg te nekkuma fa. La brave dame fait la fierté de toute une famille et même au-delà. Cette entreprise soit internationale, que ça dépasse le niveau national, que ça soit international. En tout cas, suivre ses pas, ce n'est pas facile. Ce qu'elle sait faire, on va essayer de le faire. Mais en tout cas, on a espoir que ça ira de loin, Inch'Allah. Aujourd'hui, le rêve le plus ardent de Maman Setou Kanté est de créer un institut de formation en restauration. Ce projet va permettre de rendre autonomes les femmes et les jeunes filles passionnées de cuisine. En tout cas, bon appétit si vous êtes à table. Et après avoir dégusté les plats de Maman Setou Kanté, nous nous sommes rendus à Daïbatou, en quartier périphérique de Tambacounda, pour aller à la rencontre d'autres femmes qui s'activent dans la vente de gravier. Malgré la pénibilité du métier, elles en ont fait leur source de revenus. Toutefois, elles souhaitent travailler dans d'autres secteurs avec le soutien, bien évidemment, de l'État et des ONG. C'est un reportage de Tidiane Sissé. Sous le chaud soleil, en pleine brousse, ces femmes creusent le sol sans répit, déterminées à avoir du gravier pour pouvoir le vendre aux camionneurs qui vont à leur tour revendre aux constructeurs d'habitation. Nous creusons d'abord avant de tamiser. Et quand nous avons un chargement, nous le vendons aux camionneurs à 20 000 francs. Ces femmes viennent de Daïbatou, un quartier périphérique de la commune de Tambacounda. Ce travail constitue leur seule source de revenus. À Daïbatou, les femmes n'ont aucune activité génératrice de revenus. Et pour ne pas rester les bras croisés, nous venons ici pour avoir au moins de quoi aider nos maris. Ce travail représente beaucoup pour nous parce qu'il nous permet de vivre dignement. Tous les jours, dès qu'elles arrivent ici sur leur lieu de travail, elles se divisent en 2 équipes. Les unes creusent, les autres tamisent avec un peu de musique. Parfois, tu t'épuises complètement, mais avec un peu de musique, tu retrouves le courage. Nous demandons à l'État de nous aider avec des financements pour pouvoir faire du maraîchage, du commerce, car ce travail est très difficile pour une femme. Le souhait de ces femmes, c'est d'abandonner un jour ce travail. C'est pourquoi elles lancent un appel à l'État du Sénégal et aux ONG pour pouvoir avoir un financement qui leur permettra de faire du commerce ou du jardinage. Chapeau bas à la femme rurale, autre femme, autre parcours. Astou Diorane Sow, ingénieur en génie civil, travaille pour la modernisation des villes, ancienne conseillère technique du chef de l'État et aujourd'hui directrice générale de Promoville, mène une carrière brillante, manager hors pair, humaniste. Ses collaborateurs voient en elle une source de motivation pour les jeunes, notamment la gente féminine Fatou Diouf. Loin du confort de son bureau à Diamniadio, Astou Diorane Sow est quasiment tous les jours sur le terrain. Ce lundi, nous l'avons trouvée à Pékin-Est pour évaluer l'état d'avancement des travaux de pavage. La polytechnicienne a fait tout son cursus scolaire, élémentaire et secondaire à Guédiawaye. J'ai fait mes études élémentaires au niveau des bassin de Sini de Guédiawaye. À la suite d'un bac S1 que j'ai eu, j'ai réussi au concours de l'école polytechnique de Thiès, où j'ai fait 5 ans, où j'ai eu un diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Sortie majeure de sa promo, elle obtient une bourse d'études pour la France. Master en poche, elle rentre au Bercail pour servir son pays. Un choix guidé par son sens du patriotisme. Quand les gens allaient chercher de l'emploi, moi je disais je ne cherche pas de l'emploi, je retourne dans mon pays. Parce que pour moi, je dois beaucoup à ce pays-là. J'ai eu des bourses
j'ai été accompagnée et pour moi, il n'était pas normal, c'est ma conception qui est personnelle, que les impôts que je paie, que je puisse les payer à un autre pays. Donc je devais beaucoup à ce pays et ce qui a fait que je suis revenue dès que j'ai terminé mes études. Je n'ai pas cherché à rester en France. Et il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays aussi que j'ai pu saisir et j'ai eu un emploi dès que je suis rentrée au Sénégal. En 2012, elle intègre l'équipe des conseillers techniques du président de la République. Brillante et compétente, le chef de l'État la nomme directrice générale de Promoville. Grâce à son leadership, elle pilote avec brio ce programme de modernisation des villes du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, m'a fait l'honneur de me nommer conseiller technique au sein de son cabinet, ou au sein du pôle grand projet. On avait en charge de mettre en œuvre les grands projets qui étaient dans le programme Yoonu Yokkute. Alors, je suis restée dans ce pôle des grands projets du cabinet de la présidence de la République. Et c'est à la suite qu'il m'a également refait confiance en me confiant la coordination du programme Promoville. Donc ce programme qui intervient au niveau des zones urbaines et qui permet d'améliorer de manière significative le vécu des populations. Presque 9 ans à la coordination de Promoville, ses collaborateurs louent ses qualités professionnelles et humaines. C'est une source d'inspiration pour la jeunesse. C'est une dame, moi que j'appelle dame d'affaires, d'autant plus qu'elle est toujours donc, sur le terrain. Donc ensuite, elle est très engagée dans ce qu'elle fait. Elle veut toujours pousser son équipe pour avoir des résultats. Elle est là, elle nous pousse à chaque fois. Donc ça, vraiment, c'est son style de management donc, qui m'a beaucoup façonné d'elle. Je travaille avec Mme Sow depuis quelques années et les premières choses qui vous marquent sont sa rigueur, son professionnalisme, son sens du travail bien fait, son attachement à certaines valeurs telles que le respect des engagements et de la parole donnée. Ça, vraiment, sont des choses qui m'ont marqué chez elle. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'elle est très exigeante envers elle. Donc, des fois, on se demande, même si elle se fatigue, on part, quelle que soit la complicité de la mission, quelle que soit la lourdeur de la mission de terrain, le lendemain, vous la retrouvez au bureau, plongée dans ses dossiers. Donc, pour nous, c'est même une référence, hein, c'est une référence pour nous, ses collaborateurs. C'est un modèle aussi pour nous. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle responsabilise beaucoup ses collaborateurs. Astou Diokhané Sow, ingénieure en génie civil, épouse et mère, travaille sans problème dans un environnement dominé par les hommes. Elle constitue un bel exemple d'abnégation et de dévouement. Voilà, des femmes qui nous font honneur en ce mois de mars dédié à la femme. Et tout de suite, la rubrique découverte. Le petit séminaire de Ngazobil nous ouvre ses portes ce matin. Fondé en 1850 par les Pères du Saint-Esprit, l'établissement accueille les futurs prêtres. Léopold Sédar Senghor, cardinal Hyacinthe Thiandoum y ont fait leur premier pas. Ngazobil, ou le temple de la spiritualité, c'est une découverte signée Fatimata Banelbar. Il faut moins de 2 heures de route en voiture, traverser la bouillonnante ville de Mbour, les localités de Warang, Baling, Nianing, Pointe-Sarène et Mbodjen, avant d'accéder au vaste domaine du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. La porte d'entrée du domaine fait face nette à la route de Nguyen, à quelques encablures de Joal. Une fois sur le site, le visiteur doit emprunter cette route boisée et verdoyante sur 2 km avant de faire face à une stèle à l'effigie de Abbé Aloïs Kobès, un des pères fondateurs du petit séminaire de Ngazobil. Donc Ngazobil est un site qui a été découvert par les pères du Saint-Esprit, par le père Bessier, qui est devenu plus tard évêque. Et en 1850, Monseigneur Kobès et d'autres frères à lui se sont installés ici pour faire une expérience, créer un petit séminaire où ils pourraient accueillir des jeunes qui voudraient devenir prêtres. Ngazobil abrite aujourd'hui une mission catholique, l'une des plus anciennes du Sénégal. Et c'est dans cet internat où sont formés les futurs dirigeants de l'Église catholique sénégalaise. Ngazobil polarise les diocèses de Thiès et de Dakar. Cette année, le séminaire compte 132 pensionnaires répartis entre les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Des jeunes âgés de 12 à 17 ans y sont formés à développer leur vie spirituelle, intellectuelle et communautaire. Qui parle de spiritualité fait écho ou fait référence
a tout un programme de formation spirituelle qui aide le jeune qui est là à discerner, à découvrir sa vocation, à écouter la voix du maître. Il y a le volet intellectuel, parce que c'est également un collège qui commence à partir de la 6e jusqu'à la 3e. En plus de ce volet intellectuel, nous avons la vie communautaire, où les séminaires sont toujours ensemble pour faire le travail manuel ensemble, donc travailler avec leurs mains, nettoyer, balayer, faire d'autres choses. Selon Abbé Théodore Waly Diouf, chaque année, l'école bat les records scolaires avec un taux de 100% de réussite. Ici, on prône la qualité et l'excellence. Si on considère aujourd'hui le tableau d'honneur, qui est d'ailleurs de l'autre côté, on voit que les moyennes avoisinent les 18 de moyenne en 3e, en 5e, en 6e, 17 de moyenne en 4e. Et puis, les dernières moyennes sont autour de 11, 12. Toutefois, le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil traverse des difficultés, avec un budget mensuel minimum de 4 millions de francs CFA. Et les recettes provenant essentiellement des frais de scolarité sont loin de suffire pour couvrir tous les besoins et charges. Néanmoins, d'autres recettes tirées de l'exploitation du verger, de l'élevage et d'éventuels dons en nature et en espèces viennent soulager les finances. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les manuels didactiques, mais il y a également la santé, il y a également l'environnement qu'il faut gérer, les réflexions qu'il faut faire à gauche et à droite, et c'est un salaire qu'il faut assurer aussi. Et donc, comme on dit, une maison comme le séminaire demande beaucoup d'entretien. C'est au sortir du verger que nous rencontrons d'ailleurs Ngour Bahoum, qui tire sa principale source de revenus de la forêt du petit séminaire. On le trouve en train de casser les noix de pain de singe qu'il compte écouler bientôt pour les fêtes de Pâques. Je vais en forêt pour cueillir les noix de pain de singe. Une fois la cueillette faite, je partage les sacs avec la direction du petit séminaire et chacun vend de son côté. Moi, je vends la bassine à 7 750 et le sac à 17 000 francs. Les locaux du séminaire, Abbé Théo, directeur actuel, les a fréquentés depuis les années 90, comme d'illustres personnalités à l'image du président Léopold Sédar Senghor, Monseigneur Adrien Sarr, le cardinal Yancet Tchandoum et tant d'autres dignitaires de l'Église catholique. Nous avons des personnalités qui n'ont pas pu faire le chemin que nous, on a fait pour devenir prêtres, parce que le Seigneur les appelait ailleurs, c'est-à-dire à s'engager dans la société et dans la vie dans d'autres domaines. Je peux citer le feu poète président Léopold Sédar Senghor, qui a fait ici de 1914 à 1922 comme élève. Et lui, il voulait devenir prêtre, mais il n'est pas devenu président. On peut citer également M. Foster. Ngazobil, c'est aussi une belle façade maritime disposant d'une belle plage, calme et apaisante, propice à la réflexion, à la méditation et à la prière. Des projets sont également en cours ou en gestation pour valoriser davantage le petit séminaire qui est aussi un lieu de pèlerinage. Nous aimerions avoir ici un musée dans lequel on mettrait en exergue l'histoire de certaines personnalités, notamment Léopold Sédar Senghor qui a été là, mais également une salle scientifique dans laquelle on aurait une bibliothèque beaucoup plus grande. Jusqu'à présent, en face de la chapelle, trône fièrement la forge qui regroupait les différents ateliers des premiers missionnaires. Ngazobil, c'est aussi beaucoup de lieux de prière, dont son cimetière. Ici reposent les anciens missionnaires, les spiritains, les frères de Saint-Joseph, les sœurs du Saint-Sacré-Cœur de Marie et d'anciens formateurs du séminaire. Cette année s'ouvre l'année jubilaire des 175 ans de Ngazobil. Beaucoup de célébrations sont prévues à cet effet. En attendant, toutes nos félicitations à Fatimata Banelba et toute l'équipe de Thiès pour cette belle découverte du petit séminaire de Ngazobil. Dans un instant, retrouvez Cher Bamba Gueye pour la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous.